Ma mère a imité ma signature et vidé mes comptes parce que j'ai refusé de payer la dette de 25 000 de ma sœur. Quand je l'ai découvert, je n'ai rien dit. Le lendemain, on a frappé fort à la porte. Ma mère a imité ma signature et vidé mes comptes parce que j'ai refusé de payer la dette de 25 000 de ma sœur. Quand je l'ai découvert, je n'ai rien dit. Le lendemain, on a frappé fort à la porte. Police, madame. Mon nom est Sloan. J'ai 25 ans et je travaille comme développeuse de logiciels, vivant au cœur de Denver, au Colorado. Si vous m'aviez demandé il y a un an quelle était ma plus grande peur dans la vie, je vous aurais dit que c'était de revivre comme quand j'étais enfant. En grandissant, ma maison était un lieu de contrastes extrêmes. C'était un endroit où il y avait toujours assez d'argent pour certaines choses, mais absolument rien pour d'autres. Je suis la sœur aînée, mais on ne l'aurait jamais deviné en voyant comment ma mère, Diane, nous traitait. Ma jeune sœur, Paige, qui a 22 ans maintenant, était l'enfant chéri incontesté. C'est elle qui avait droit au camp de cheerleading coûteux, aux tenues neuves chaque semestre, et à la voiture qu'on lui a offerte pour son 16e anniversaire. Moi, j'étais le bouc émissaire. J'étais l'enfant à qui on disait constamment que l'argent était rare, que les temps étaient durs, et que je devais apprendre la valeur d'une dure journée de travail. J'ai commencé à travailler dans un restaurant local dès mes 16 ans, juste pour pouvoir m'acheter mes propres manteaux d'hiver et mes fournitures scolaires de base. Je me souviens d'avoir ouvert notre réfrigérateur un mardi soir, de l'avoir vu complètement vide à l'exception d'un pot de moutarde et de quelques feuilles de laitue flétries. Puis de voir Paige entrer par la porte d'entrée tenant 3 sacs de courses remplis de chaussures de créateur que Diane venait de lui acheter. Ce genre d'inégalité fait quelque chose à un enfant. Cela conditionne votre cerveau à croire que la sécurité est une illusion et que la seule personne qui vous rattrapera jamais quand vous tombez, c'est vous-même. C'est exactement pour cela que je suis devenu obsédé par l'idée d'économiser de l'argent. Chaque chèque de paie que je gagnais au restaurant et plus tard dans ma carrière de développeuse de logiciels allait directement sur un compte d'épargne dans une coopérative de crédit locale. Au fil des ans, j'ai réussi à me constituer un filet de sécurité de 25 000 $. Pour certaines personnes riches, peut-être que 25 000 $ ne semble pas être une somme qui change la vie, mais pour moi, c'était littéralement mon armure. Cela signifiait que je n'aurais jamais à retourner à un réfrigérateur vide. Cela signifiait que je n'aurais jamais à mendier un seul centime à Diane. C'était ma sécurité physique, ma tranquillité d'esprit, et la preuve que j'avais survécu à mon enfance. Mais bien sûr, Paige était une histoire complètement différente. Paige n'a jamais appris à économiser un sou parce que Diane était toujours là pour la rattraper. Et ce style de vie imprudent a finalement eu raison d'elle. Paige s'était récemment fiancée à un type formidable nommé Trevor. Trevor était un homme pratique, travailleur, qui n'avait aucune idée des habitudes financières toxiques que Paige cachait. Dans son dos, pour financer un style de vie somptueux et maintenir l'apparence d'une future mariée riche, Paige avait accumulé une dette stupéfiante de 25 000 $ sur des cartes de crédit à taux d'intérêt élevés. Les créanciers appelaient sans cesse. Les intérêts l'enterraient vivante. Et pire, Trevor avait trouvé un relevé de carte de crédit caché. Il était furieux. Il a posé un ultimatum à Paige. Rembourser la dette. Établir un plan de paiement où le mariage était entièrement annulé. Paige a naturellement paniqué. Et quand Paige paniquait, elle allait pleurer auprès de Diane. Et quand Diane avait besoin de résoudre un problème, elle regardait directement mon compte en banque. L'appel téléphonique est arrivé un mardi soir. Je venais de rentrer d'une longue journée au bureau et je réchauffais mon dîner quand mon téléphone a commencé à sonner. C'était Diane. J'ai soupiré, le laissant sonner quelques fois avant de répondre, me préparant déjà à n'importe quel drame qu'elle apportait à ma porte. « Sloan, nous avons une énorme urgence familiale », a dit Diane dès que j'ai décroché. Sa voix n'était pas frénétique. Elle était ferme, presque autoritaire. Il n'y a pas eu de salutation, pas de demande sur ma journée, juste droit au but. Elle a exposé toute la situation avec Paige et Trevor, dépeignant Paige comme une pauvre victime innocente de prêts prédateurs plutôt qu'une femme adulte qui avait dépensé bien au-delà de ses moyens. Alors Trevor menace de la quitter et le mariage est en péril, a poursuivi Diane, son ton se transformant en une exigence. J'ai besoin que tu transfères 25 000 $ sur le compte de Paige avant demain matin pour que nous puissions régler ça. J'ai littéralement ri. J'ai cru que c'était une terrible blague déplacée. Je ne te demande pas, Sloan. Je te le dis, a répliqué Diane,
sa voix prenant ce ton glacial et autoritaire que je connaissais si bien de mon enfance. C'est ce que font les familles. Nous sommes une unité familiale. Paige a fait une petite erreur et tu as tout cet argent qui ne fait rien. Tu es célibataire. Tu as un super travail. Tu le récupéreras facilement en 1 an ou 2. L'audace pure de sa logique m'a laissé momentanément sans voix. Elle voulait que je liquide le filet de sécurité pour lequel j'avais saigné juste pour couvrir l'irresponsabilité de son enfant chéri. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais des années de thérapie m'avaient appris à tenir bon. Absolument pas, ai-je dit, ma voix calme mais parfaitement stable. Je ne lui donnerai pas un seul dollar. C'est mon fonds d'urgence. Je l'ai gagné. Paige a fait son lit et maintenant elle doit trouver comment y dormir. Peut-être qu'elle devrait vendre certains de ces sacs que tu lui as achetés. La ligne est restée silencieuse pendant environ 3 secondes, puis l'explosion a eu lieu. Diane a complètement perdu la tête. Elle a commencé à crier dans le haut-parleur, m'insultant de tous les noms. Elle a dit que j'étais une erreur égoïste et de sang-froid. Elle m'a dit que j'avais toujours été jalouse de ma sœur, que j'étais une femme amère et seule qui voulait voir sa propre famille souffrir. Tu n'es pas ma fille si tu laisses la vie de ta sœur s'effondrer pour quelques bouts de papier, a hurlé Diane, sa voix se brisant de rage. Alors je suppose que je ne suis pas ta fille, ai-je répondu, et j'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je suis resté là, dans le silence de mon appartement. Mes mains tremblaient un peu, mais surtout, je ressentais un profond sentiment de soulagement. Je lui avais enfin tenu tête. J'avais fixé une limite financière ferme et je m'étais défendu. Je suis allé me coucher ce soir-là avec un étrange sentiment de pouvoir. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que la tempête était passée. Je n'avais absolument aucune idée que le vrai cauchemar était déjà en marche. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel mercredi normal. Je me suis réveillé vers 7 heures du matin, je me suis étiré, je suis allé dans ma petite cuisine et j'ai commencé à préparer une cafetière de café noir. Le soleil brillait à travers les fenêtres, frappant la ligne d'horizon de Denver. Je me sentais bien. Je me sentais libre. Je me suis assise à mon îlot de cuisine avec ma tasse chaude, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert nonchalamment mon application bancaire juste pour vérifier si mon dépôt direct du travail avait été crédité. L'application s'est chargée. Le petit cercle bleu a tourné sur l'écran pendant 1 seconde, puis les chiffres sont apparus. Mon compte courant semblait normal, mais juste en dessous, là où mon compte d'épargne à haut rendement se tenait habituellement comme un mur de briques réconfortant et solide, il y avait un chiffre qui a fait que mon cœur a physiquement cessé de battre. 0 $. J'ai cligné des yeux. Je me suis frotté les yeux, pensant que ma vision était floue ou que l'application avait un problème. J'ai rafraîchi la page. Le cercle bleu a de nouveau tourné. 0 $ et 00 centimes. Une vague de terreur pure et sans mélange m'a envahi. C'était comme si on m'avait injecté de l'eau glacée directement dans les veines. Mes oreilles ont commencé à bourdonner d'un sifflement aigu, et ma vision s'est rétrécie. La tasse de café a glissé de ma main tremblante et s'est brisée sur le parquet, le liquide sombre éclaboussant partout. Mais je m'en fichais. J'ai frénétiquement tapé sur l'historique des transactions du compte d'épargne. Tout en haut du registre, traité tard hier après-midi, quelques heures seulement avant que Diane ne m'appelle, se trouvait un seul prélèvement massif de 25 000 $. La description à côté indiquait « Virement bancaire familial d'urgence approuvé en agence ». Je ne pouvais plus respirer. Mon filet de sécurité, mes années à récurer les tables du restaurant, mes nuits à coder jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, mon armure contre la pauvreté, tout avait disparu. Simplement effacé de la surface de la terre. Ma première pensée paniquée a été que quelqu'un avait volé mon identité sur le dark web. Je me suis précipité pour composer le numéro du service client de la coopérative de crédit locale où j'avais gardé l'argent depuis mon adolescence. Le système automatisé a semblé prendre des heures à naviguer. Finalement, une représentante a répondu. J'étais pratiquement en hyperventilation alors que je lui donnais mon numéro de compte et mes informations de sécurité sociale. « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je regarde votre compte en ce moment, a dit la représentante. J'étais au travail hier après-midi. Je n'ai rien autorisé, ai-je crié, des larmes de pure panique coulant enfin sur mes joues. Qui l'a autorisé? Où est allé l'argent? Il y a eu un bruit de frappe à l'autre bout du fil. Laissez-moi consulter le bordereau de virement.
D'accord, il semble qu'il ait été transféré sur un compte courant externe au nom de Paige Henderson et la signature d'autorisation. La représentante a fait une pause, semblant confuse. Madame, il est indiqué ici qu'il a été autorisé par la co-titulaire du compte sur le profil hérité, Diane Henderson. Le monde s'est entièrement arrêté de tourner. L'air dans mon appartement semblait épais et suffocant. Ce n'était pas un pirate russe. Ce n'était pas une violation de données. C'était un coup monté de l'intérieur. C'était ma propre mère. Elle ne m'avait pas appelé hier soir pour demander l'argent. Elle m'avait appelé parce qu'elle l'avait déjà volé et elle voulait voir si elle pouvait me manipuler pour que j'accepte après coup. La pure méchanceté de la chose était trop énorme pour être comprise à ce moment-là. J'ai raccroché, je suis tombé à genoux au milieu du café renversé et de la céramique brisée, et j'ai juste fixé le mur en silence total. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai enfilé un pantalon de survêtement, j'ai pris mes clés de voiture et j'ai conduit directement à l'agence de la coopérative de crédit à Aurora, l'endroit exact où le vol avait eu lieu. Tout le trajet de 30 minutes a semblé être une expérience hors du corps. Je ne pleurais plus. Le choc avait consumé les larmes, laissant derrière lui un œuf froid et dur de détermination dans mon estomac. Je devais comprendre exactement comment elle avait contourné la sécurité bancaire. Quand je suis entré dans l'agence, j'ai exigé de parler immédiatement au directeur de l'agence. Je me suis assise dans un petit bureau aux parois de verre avec un homme à l'air nerveux dans un costume bon marché, faisant glisser mon permis de conduire sur le bureau. Je lui ai dit que les économies de ma vie avaient été volées par quelqu'un qui n'était pas moi et que je voulais la trace écrite. Il a affiché mon profil sur son ordinateur, ses yeux passant nerveusement de l'écran à mon visage. Il a passé 10 minutes à cliquer dans les menus, son expression devenant de plus en plus sombre. Finalement, il a soupiré et a tourné légèrement le moniteur vers moi. Mademoiselle Henderson, je suis vraiment désolé, mais je vois exactement ce qui s'est passé ici, a-t-il expliqué en montrant un écran profondément enfoui dans son logiciel. Quand vous aviez 16 ans, vous avez ouvert un compte d'épargne étudiant ici. Comme vous étiez mineur, votre mère, Diane Henderson, devait légalement être co-titulaire du compte. Mais j'ai fermé ce compte, les jeux interrompus. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai ouvert un tout nouveau profil adulte, un numéro de compte complètement différent. Vous l'avez fait, a acquiescé le directeur. Vous avez ouvert un nouveau compte, mais vous n'avez pas officiellement rompu le profil hérité qui vous liait à votre mère dans notre ancien système central. C'est une terrible faille bureaucratique. Comme son numéro de sécurité sociale était toujours lié à votre identifiant client principal, elle avait techniquement des autorisations de dérogation héritées. Je l'ai regardée, la mâchoire serrée. Alors, elle est juste entrée et a pris mon argent. C'est pire que ça, a-t-il dit doucement. Il a sorti une copie numérisée du formulaire d'autorisation de virement et l'a fait glisser sur le bureau. Elle est venue hier après-midi. Elle a parlé à l'une de nos plus anciennes caissières, une femme qui travaille ici depuis 20 ans. Votre mère a utilisé sa propre pièce d'identité, mais elle a aussi imité votre signature sur la ligne d'autorisation principale. Elle a raconté à la caissière une histoire horrible. Elle a dit que vous étiez dans un coma médical soudain après un accident de voiture et que la famille avait désespérément besoin de consolider les fonds pour payer une intervention chirurgicale d'urgence. La caissière, agissant par sympathie et voyant le lien hérité, a outrepassé les protocoles de sécurité standards et a fait passer le virement directement sur le compte de votre sœur. J'ai baissé les yeux sur le papier. Juste là, sur la dernière ligne, se trouvait une terrible et tremblante tentative d'imiter ma signature. C'était si manifestement un faux, mais enrobé dans une histoire d'urgence médicale tragique. La banque l'avait complètement cru. Diane avait utilisé mon enfance contre moi. Elle avait instrumentalisé une erreur bancaire et joué sur l'empathie humaine juste pour voler mon argent. Le directeur avait l'air terrifié, réalisant clairement l'énorme responsabilité légale à laquelle la coopérative de crédit était maintenant confrontée. Il a proposé de lancer une enquête pour fraude, mais m'a prévenu que, comme il s'agissait d'un membre de la famille et d'un ancien conjoint, récupérer l'argent pourrait prendre des mois de litige civil. J'ai pris la copie du document falsifié, je l'ai plié soigneusement et l'ai mise dans mon sac à main. Je ne voulais pas d'un lent litige civil. Je voulais du sang. Je suis sorti de la coopérative de crédit et je me suis assise au volant de ma voiture sur le parking. Le soleil tapait sur le pare-brise, rendant l'intérieur de la voiture inconfortablement chaud. Mais je frissonnais. J'avais la preuve matérielle.
J'avais le document falsifié, mais je savais comment Diane fonctionnait. Si la police la confrontait, elle tordrait l'histoire. Elle prétendrait que c'était un malentendu, que j'avais donné mon autorisation verbale ou que c'était en fait son argent datant d'il y a des années. J'avais besoin de quelque chose de complètement irréfutable. J'avais besoin qu'elle avoue de sa propre bouche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai téléchargé une application d'enregistrement d'appel avancé. J'ai vérifié les lois de l'État sur mon navigateur, confirmant que le Colorado est un État où le consentement d'une seule partie est requis, ce qui signifie que tant que je faisais partie de la conversation, je pouvais l'enregistrer légalement sans le lui dire. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement rouge vif, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma voix tremblante, et j'ai composé le numéro de Diane. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Elle semblait absolument joyeuse, comme si elle passait la meilleure journée de sa vie. « Eh bien, bonjour » a dit Diane, son ton dégoulinant d'une douceur écœurante. « As-tu enfin appelé pour t'excuser d'avoir été si dramatique hier soir ?» J'ai enfoncé mes ongles dans mon volant. J'ai forcé ma voix à paraître vaincue, petite et confuse. « Maman, je viens de vérifier mon compte en banque. Les 25 000 $ ont disparu. Que as-tu fait ?» Diane a laissé échapper un petit rire léger et désinvolte. « Oh, Sloan, arrête de surréagir. J'ai simplement pris l'initiative. Tu étais bien trop têtu hier soir. Alors, je suis allé à la coopérative de crédit et j'ai réalloué les ressources familiales. L'argent est en sécurité sur le compte de Paige, et Trevor va rester. Le mariage est sauvé. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. » Réalloué, ai-je demandé, gardant ma voix tremblante. « Maman, tu as tout pris. Comment as-tu même fait ça ? Je ne t'ai pas donné la permission. Je n'étais même pas là. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de ta permission pour gérer les finances de notre famille, a-t-elle ricané, tombant complètement dans mon piège. Je connaissais les anciennes caissières là-bas. Je suis juste entré dans l'agence d'Aurora, j'ai montré ma carte d'identité, et je leur ai dit que tu étais dans l'incapacité d'agir. J'ai signé le petit formulaire de virement pour toi, et elles l'ont transféré directement. C'était incroyablement facile. Honnêtement, tu devrais me remercier de t'avoir montré à quel point ta banque est vulnérable. Mon cœur battait furieusement contre mes côtes. Je l'avais. Elle venait d'admettre être allée à l'agence, avoir menti à la banque et avoir imité ma signature. Mais j'avais besoin qu'elle confirme qu'elle savait qu'elle volait. Maman, c'est littéralement du vol. C'est mon argent de mon travail. Tu as imité ma signature, ai-je dit, laissant un peu de vraie colère s'infiltrer dans mes mots. Oh, grandis un peu, Sloan, a répliqué Diane, la douceur s'évaporant instantanément pour laisser place à sa vraie nature toxique. Claire comme de l'eau de roche, ai-je chuchoté, et j'ai appuyé sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement avant de raccrocher. Je suis resté assise et j'ai réécouté l'audio. Le son de sa voix suffisante et arrogante avouant plusieurs crimes graves a résonné dans ma voiture. Elle croyait vraiment qu'elle était intouchable. Elle croyait que parce qu'elle était ma mère, les lois du monde réel ne s'appliquaient tout simplement pas à elle. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. Je ne voulais pas être seul dans mon appartement avec mes pensées. Alors, j'ai appelé ma meilleure amie, Gwen. Je connais Gwen depuis notre première année à l'université. C'est une femme pragmatique, incroyablement sensée, qui travaille dans les ressources humaines d'entreprise. Elle ne tolère pas les drames et elle ne mâche pas ses mots. Je lui ai dit que j'avais une urgence et elle a immédiatement quitté le travail pendant sa pause déjeuner pour me retrouver dans un restaurant tranquille du centre-ville. Quand je me suis assise dans la banquette en face d'elle, j'avais l'air d'une véritable épave. J'ai fait glisser la copie pliée du virement bancaire falsifié sur la table. Puis j'ai posé mon téléphone, j'ai lancé l'enregistrement audio et j'ai laissé Gwen écouter toute la conversation avec Diane. Gwen est restée parfaitement immobile, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de sa bouche. Alors que la voix de Diane remplissait l'espace entre nous, se vantant de la falsification et me traitant d'égoïste, le visage de Gwen est passé de la confusion au choc, puis à une expression de dégoût absolu et froid. Quand l'enregistrement s'est terminé, le restaurant semblait inhabituellement silencieux. « Sloan » a dit Gwen, sa voix dangereusement calme. « Dis-moi que tu ne vas pas la laisser s'en tirer comme ça. » Je me suis frotté le front. Le conditionnement sociétal de mon enfance luttant contre ma logique. Je ne sais pas, Gwen. C'est ma mère.
Si je signale ça, ce n'est plus juste une dispute de famille. Elle pourrait vraiment aller en prison. Oncle Gary et le reste de la famille élargie me renieront complètement. Ils diront que j'ai détruit la famille pour de l'argent. Gwen a frappé la table de sa main, me surprenant. Elle s'est penchée sur la banquette, me regardant droit dans les yeux. Écoute-moi très attentivement, a dit Gwen, en insistant sur chaque syllabe. Elle a cessé d'être ta mère à la seconde exacte où elle t'a volé aveuglément. Elle n'a pas emprunté d'argent. Elle a commis un vol d'identité et une fraude électronique pour financer le style de vie luxueux de Paige. Elle a complètement anéanti ta sécurité parce qu'elle te considère comme une tirelire, pas comme une fille. Ce n'est plus un drame familial, Sloan. C'est un crime fédéral grave. Entendre quelqu'un d'autre le dire à voix haute a rompu le charme. La culpabilité que Diane avait passé 25 ans à programmer dans mon cerveau s'est tout simplement brisée. Gwen avait raison. Pourquoi protégeais-je une femme qui ne m'avait jamais protégé? Pourquoi m'inquiétais-je de détruire une famille qui venait de détruire nonchalamment les économies de ma vie? Nous avons passé les 2 heures suivantes à transformer cette banquette de restaurant en salle de guerre. Gwen m'a aidé à envoyer l'enregistrement audio par courriel à 3 disques de sauvegarde sécurisés différents pour qu'ils ne puissent jamais être supprimés. Nous avons organisé mes relevés bancaires, imprimé une chronologie claire des événements et classé le document falsifié dans un dossier rouge vif. L'efficacité froide et méthodique de Gwen a ancré mes émotions chaotiques. Au moment où nous avons quitté le restaurant, je n'étais plus une fille traumatisée pleurant sur du café renversé. J'étais la victime d'un crime financier majeur, et j'avais une arme de preuve chargée entre les mains. J'allais déclencher l'arme nucléaire. Si vous appréciez cette histoire, veuillez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous en me disant dans quelle ville vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de spectateurs. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à l'histoire. Le commissariat du département de police de Denver était exactement aussi déprimant et bureaucratique qu'on pourrait l'imaginer. Quand Gwen et moi avons franchi les lourdes portes en verre, l'air sentait le café rassis, la cire à parquet et la misère générale. Je serrais le dossier rouge vif contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique dur dans la salle d'attente pendant ce qui a semblé être 3 vies distinctes. Chaque fois qu'un officier en uniforme passait, mon estomac faisait un saut nerveux. La société vous entraîne dès le plus jeune âge à protéger votre famille, à garder les affaires de famille strictement à l'intérieur de la maison. Entrer dans un poste de police pour dénoncer sa propre mère, c'est comme enfreindre une loi fondamentale de l'univers. Mais ensuite, j'ai pensé à ce solde nul dans mon compte d'épargne et ma résolution s'est durcie comme de la pierre. Finalement, un homme à l'air fatigué, avec une chemise froissée et une cravate lâche, est sorti et a appelé mon nom. Il s'est présenté comme le détective Navarro. Nous l'avons suivi à travers un dédale de boxe jusqu'à un petit bureau encombré. Quand je me suis assise et que j'ai commencé à expliquer la situation, j'ai pu voir ses yeux se glacer un peu. Il entendait probablement des dizaines de conflits domestiques et de disputes familiales compliquées chaque semaine. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, tapotant un stylo sur son bureau, et m'a lancé un regard sympathique mais dédaigneux. « Mademoiselle Henderson, je comprends que vous soyez contrariée, » a dit le détective Navarro, sa voix portant l'épuisement d'un homme qui avait fait trop de double garde. Mais quand il s'agit de comptes joints, surtout ceux impliquant des parents et des enfants, les lignes deviennent incroyablement floues. Si son nom était techniquement sur le profil hérité, le procureur de district va considérer cela comme un litige civil sur des actifs partagés. Vous devriez porter cette affaire devant un tribunal civil, pas la division des fraudes criminelles. J'ai ressenti une brève montée de panique, mais Gwen a doucement posé sa main sur mon bras pour me calmer. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert le dossier rouge et j'ai fait glisser la copie du document de virement falsifié sur son bureau. Son nom était sur un profil hérité. Oui, ai-je dit en gardant ma voix parfaitement égale, mais c'est ma signature sur la ligne d'autorisation principale. J'étais assise à mon bureau dans mon entreprise de logiciels à 20 miles d'ici quand ce document a été signé, et je ne l'ai pas signé. Navarro a cessé de tapoter son stylo. Il s'est penché en avant, plissant les yeux sur le papier. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai déverrouillé l'écran et j'ai lancé l'enregistrement audio que j'avais capturé quelques heures plus tôt. La voix suffisante et arrogante de Diane a rempli le petit espace du box. Le détective Navarro a écouté ma mère se vanter d'être entrée dans l'agence d'Aurora, d'avoir menti sur un coma médical,
d'avoir contourné les caissiers et d'avoir imité ma signature pour transférer 25 000 $ à Pej. Il l'a écouté me traiter d'égoïste et exiger que j'accepte le vol comme une contribution familiale. La transformation dans le comportement du détective a été instantanée et absolue. La posture fatiguée et dédaigneuse a disparu. Il s'est redressé complètement, les yeux grands ouverts et entièrement concentrés sur moi. « Eh bien », a dit doucement le détective Navarro, en laissant échapper une longue respiration. « Cela change absolument tout. » Il a sorti un bloc-notes neuf et un lourd stylo noir. Il m'a regardé avec un tout autre niveau de respect. « Mademoiselle Henderson, ce que votre mère a décrit sur cette bande n'est pas un malentendu familial. C'est un vol d'identité au premier degré. Combiné au mouvement de 25 000 $ entre institutions financières sous de faux prétextes, nous sommes face à une fraude électronique grave. Ce sont des crimes fédéraux et d'état majeurs. Si vous signez une déclaration officielle avec moi aujourd'hui, cela quitte le domaine du drame familial. Nous émettrons un mandat et elle sera arrêtée. Je dois vous faire comprendre que vous ne pourrez pas simplement revenir sur votre décision demain si vous vous sentez coupable. » J'ai regardé le stylo qu'il me tendait. J'ai pensé au réfrigérateur vide de mon enfance. J'ai pensé aux chaussures de créateur de Pej. J'ai pensé au manque total de remords de ma mère. J'ai pris le stylo, ma main parfaitement stable, et j'ai signé mon nom. L'arrestation a eu lieu 3 jours plus tard. Je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux, mais le détective Navarro m'a appelé plus tard dans l'après-midi pour me donner le bilan officiel. Et Pej m'a laissé suffisamment de messages vocaux hystériques et hurlants pour que je puisse reconstituer exactement comment la matinée s'est déroulée. C'était un jeudi matin. Alors que j'étais assise dans mon appartement tranquille à Denver, préparant paisiblement mon thé du matin et regardant le lever du soleil sur les montagnes rocheuses, une scène complètement différente se déroulait à 30 miles de là, dans les banlieues calmes et bien entretenues d'Aurora. À exactement 6 heures du matin, 2 voitures de police banalisées et un véhicule de détective non marqué se sont garés dans l'allée de Diane. Le quartier était parfaitement silencieux, avec seulement quelques joggeurs matinaux sur les trottoirs. Selon Navarro, ils n'ont pas poliment sonné à la porte. Ils ont martelé lourdement la porte d'entrée, le son résonnant bruyamment dans toute la rue. Quand Diane a finalement ouvert la porte, vêtue de son peignoir en soie coûteux et ayant l'air incroyablement agacée par le dérangement, elle a été accueillie par 3 officiers en uniforme et le détective Navarro tenant un mandat d'arrêt fraîchement signé. Je ne peux qu'imaginer le choc absolu sur son visage. Diane avait vécu toute sa vie en croyant qu'elle était la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. Elle croyait sincèrement que ses actions n'avaient aucune conséquence parce qu'elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la manipulation. Mais on ne peut pas manipuler un mandat de police. Navarro lui a dit qu'elle était en état d'arrestation pour vol d'identité au premier degré et fraude électronique. Diane a immédiatement tenté d'argumenter. Elle a essayé d'utiliser sa douce voix maternelle pour expliquer que ce n'était qu'un stupide malentendu avec sa fille ingrate. Elle leur a dit qu'il faisait une terrible erreur. Mais les officiers s'en fichaient. Ils lui ont demandé de sortir, l'ont retourné et l'ont menotté avec des menottes en métal froid, là, sur son porche, à la vue de tout le quartier. Pej, qui dormait dans la chambre d'amis, s'est réveillée à cause du bruit. Elle a dévalé les escaliers juste à temps pour voir notre mère être escortée à l'arrière d'une voiture de police. Pej a commencé à crier hystériquement, exigeant de savoir ce qui se passait. L'un des officiers a poliment informé Pej que ses comptes bancaires étaient en cours de gel dans le cadre d'une enquête pour fraude criminelle active, car elle était la bénéficiaire directe des fonds volés. Pendant que Diane était assise dans une cellule de détention en attente d'être traitée, de se faire prendre les empreintes digitales et d'être photographiée pour sa photo d'identité judiciaire, j'étais assise sur mon canapé confortable, sirotant mon thé. Pour la première fois de mes 25 ans d'existence, je ne ressentais pas la moindre anxiété à propos de ma mère. Je ressentais un sentiment de paix profond et écrasant. Le monstre qui avait terrorisé mes finances et mon estime de soi était enfin enfermé dans une cage qu'elle avait elle-même construite. Je savais que les retombées allaient être massives. Je savais que mon téléphone allait exploser de messages furieux de parents qui ne connaissaient que la moitié de l'histoire. Mais dans cette heure matinale tranquille, je me suis simplement laissé savourer le silence. J'avais tracé une ligne dans le sable, et quand elle l'a franchie, elle est tombée tout droit d'une falaise. Les dominos ont continué de tomber le jour suivant. J'étais assise à mon bureau à travailler sur du code quand j'ai reçu un message texte frénétique de Trevor, le fiancé de Pej. Il disait simplement « Sloan, j'ai besoin de te voir tout de suite. »
S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Nous avons convenu de nous rencontrer à chez Ezeman Park pendant ma pause déjeuner. Quand Trevor s'est approché du banc où j'étais assise, il avait l'air physiquement malade. Son visage était pâle. Il avait des cernes sous les yeux, et ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches de sa veste. C'était un homme qui pensait être à quelques semaines d'épouser l'amour de sa vie, pour se réveiller et trouver sa future belle-mère en prison. Il s'est assis lourdement à côté de moi. Sloan, s'il te plaît, a dit Trevor, sa voix se brisant. Paige est complètement hystérique. Elle me dit que tu es devenue folle, que tu as menti à la police pour piéger ta mère à cause d'une simple erreur bancaire. Mais la police a gelé le compte courant de Paige ce matin. Les 25 000 $ sont bloqués. Paige m'a dit que cet argent était un généreux cadeau de mariage anticipé de ta part pour nous aider à commencer notre vie ensemble. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai regardé, ressentant une profonde vague de pitié. Paige ne m'avait pas seulement menti. Elle avait menti à ce pauvre homme pendant toute leur relation. Elle avait accumulé une énorme dette secrète, puis elle l'avait convaincu que l'argent volé était un doux cadeau de sœur. Je n'ai pas dit un mot au début. J'ai juste ouvert la fermeture éclair de mon sac, j'ai sorti le dossier rouge vif et je lui ai tendu les relevés bancaires imprimés et la copie du virement falsifié. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement audio de Diane avouant tout le stratagème. Trevor était assis sur le banc du parc, fixant les documents pendant que la voix cruelle de Diane jouait depuis le haut-parleur du téléphone. J'ai regardé son cœur se briser en temps réel. Il a réalisé que la femme qu'il aimait non seulement les avait ensevelis sous une dette secrète à taux d'intérêt élevé pour acheter des articles de luxe, mais avait activement conspiré avec sa mère pour voler les économies de ma vie pour la couvrir. Puis lui avait menti en face sur l'origine de l'argent. Trevor a enfoui son visage dans ses mains et a laissé échapper une longue respiration tremblante. Elle savait, a-t-il chuchoté. Paige savait que ta mère l'avait volé et elle a juste souri et m'a dit que tout était arrangé. Je suis vraiment désolé, Trevor, ai-je dit doucement, mais tu devais savoir qui tu allais épouser. Il a secoué la tête lentement, se levant du banc. Sa tristesse se transformait rapidement en une froide et dure prise de conscience. Je n'épouse personne, a-t-il dit doucement. Plus tard dans la soirée, Trevor m'a envoyé un dernier message. Il était retourné directement à la maison de ville qu'il partageait avec Paige. Il a emballé tous ses vêtements, ses appareils électroniques et ses documents importants dans sa voiture. Quand Paige a essayé de l'arrêter, pleurant et le suppliant d'écouter ses excuses, il a simplement posé sa bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine et est parti. Le mariage était officiellement annulé. Paige avait perdu son fiancé, sa réputation et son accès à l'argent volé, le tout en l'espace de 48 heures. Les dommages collatéraux de leur avidité étaient absolus. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je voyais rarement apparaître sur mon écran. C'était Victor, mon père. Victor et Diane avaient divorcé quand j'avais 12 ans. Il ne pouvait tout simplement plus supporter son comportement toxique et narcissique, et il avait déménagé à Boulder, une ville à environ 45 minutes au nord de Denver. Parce que Diane avait manipulé les arrangements de garde, Victor s'était lentement estompé de ma vie. Quand il a appris par le bouche-à-oreille familial que Diane avait été arrêtée pour m'avoir volé, il est immédiatement descendu de Boulder pour me voir. Nous nous sommes rencontrés pour dîner dans un steakhouse tranquille. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, avec des cheveux gris aux tempes, mais ses yeux étaient bienveillants. Victor s'est assis en face de moi, écoutant attentivement alors que je lui exposais toute la séquence des événements, la signature falsifiée, l'enregistrement, le raid de la police et l'annulation du mariage par Trevor. Quand j'ai fini, Victor a fermé les yeux et a laissé échapper un lourd soupir, se frottant les tempes. « Sloan, je suis tellement désolé, » a dit Victor, sa voix épaisse de regret. « Je suis désolé de t'avoir laissé dans cette maison avec elle. Je savais exactement de quoi elle était capable, et j'étais trop lâche pour me battre pour la garde complète. J'aurais dû te protéger. » L'entendre dire cela a validé des années de traumatisme infantile, mais je ne voulais pas m'attarder sur le passé. « Tu es là maintenant, ai-je dit. Et la police s'en occupe. Elle va faire face à des accusations criminelles. » Victor a hoché la tête lentement, prenant une gorgée de son eau. « Oui, elle affrontera le système de justice pénale. Mais il y a autre chose, Sloan. Quelque chose de bien plus grand que Diane et Paige ont complètement oublié, et ça va les ruiner financièrement pour toujours. » Je me suis penché en avant. Mon intérêt a été instantanément piqué. «
Que veux-tu dire? Victor a sorti une épaisse enveloppe en manille de sa mallette et l'a posée sur la table. Ton grand-père, mon père, était un homme d'affaires très riche et très avisé. Quand il est décédé il y a plusieurs années, il a laissé derrière lui un énorme fonds fiduciaire familial. Comme toi et Paige étiez trop jeunes à l'époque, et parce que mon père détestait absolument l'irresponsabilité financière de Diane, il a structuré les versements de la fiducie pour qu'ils soient bloqués jusqu'à ce que certaines conditions et certains âges soient atteints. Il a ouvert l'enveloppe et a fait glisser un document juridique dense vers moi. La part de Diane, en tant qu'ex-épouse qui est toujours inscrite dans l'ancienne version du testament, s'élevait à 180 000 $. La part de Paige, qui se débloque quand elle aura 25 ans, est de 45 000 $. Mais mon père a fait écrire par ses avocats une règle très spécifique et à toute épreuve dans les fondements de la fiducie. Nous l'avons appelée la clause de fraude de parenté. Victor a pointé un paragraphe surligné sur la 3e page. Ma mâchoire est pratiquement tombée sur la table. J'ai regardé le jargon juridique, mon cerveau luttant pour faire le calcul. Diane et Paige avaient conspiré pour me voler 25 000 $. Ce faisant, elles avaient déclenché une mine légale qui allait leur coûter 225 000 $ d'héritage garanti. Elles n'en ont aucune idée, n'est-ce pas, ai-je chuchoté en regardant mon père. Victor a souri, un sourire froid et dur qui semblait incroyablement satisfaisant. Non, Diane n'a jamais lu les petits caractères. Elle n'a jamais vu que les signes de dollars. Demain matin, nous allons au bureau de mon avocat spécialiste des successions pour geler officiellement leur part de la fiducie en attendant le procès pénal. La nouvelle de l'arrestation de Diane et du gel du fonds fiduciaire s'est répandue dans ma famille élargie comme une traînée de poudre. Dans les dynamiques familiales toxiques, il existe un terme pour désigner les complices qui se précipitent pour attaquer la victime et protéger l'agresseur juste pour maintenir le statu quo dysfonctionnel. Ma famille en avait toute une volée, menée par le frère de ma mère, l'oncle Gary. L'oncle Gary était l'hypocrite ultime. Il aimait prêcher la loyauté familiale et le pardon chrétien, mais il ne m'avait jamais offert un endroit où rester ou un repas chaud quand j'étais en difficulté à l'adolescence. À partir du lundi matin, mon téléphone est devenu un champ de bataille. L'oncle Gary a laissé 3 messages vocaux terriblement longs sur mon téléphone, sa voix dégoulinant de condescendance. « Sloan, ça a été beaucoup trop loin », a dit l'oncle Gary dans le 2e message vocal. « Ta mère a fait une petite erreur de jugement parce qu'elle essayait de sauver le mariage de ta sœur. Oui, elle aurait dû demander correctement, mais envoyer la police chez elle, la jeter en prison, et essayer de voler son héritage. Tu déchires cette famille pour quelques bouts de papier. Tu dois appeler le procureur de district. Laisse tomber ces accusations ridicules et viens chez moi ce week-end pour que nous puissions prier sur cela et guérir en tant que famille. Ne sois pas vindicative, Sloan. » J'ai écouté les messages en étant assise à mon îlot de cuisine. Une version plus jeune de moi se serait sentie coupable. Une version plus jeune de moi aurait cédé à la pression du patriarche de la famille. Mais la femme qui venait de survivre à la disparition des économies de sa vie ne ressentait rien d'autre qu'une colère pure et sans mélange. Je ne l'ai pas rappelé. Je ne voulais pas entendre sa voix et je voulais tout par écrit. J'ai ouvert mon application de messagerie, j'ai tapé un long message méthodique et j'ai appuyé sur envoyer. Le message disait, « Oncle Gary, mettons quelques faits au clair. Diane n'a pas fait une petite erreur de jugement. Elle a commis un vol d'identité au 1er degré et une fraude électronique. Elle a menti à un caissier de banque, a imité ma signature légale et a volé 25 000 $ que j'ai mis des années à économiser. Elle ne l'a pas fait pour sauver un mariage. Elle l'a fait pour couvrir l'énorme dette secrète de carte de crédit de Paige. Quand je l'ai confrontée, elle s'est moquée de moi et m'a traité d'égoïste. Tu aimes parler de loyauté familiale, Gary, mais où était ta loyauté quand j'avais 16 ans et que je travaillais de nuit juste pour m'acheter un manteau d'hiver pendant que vous tous faisiez l'éloge de Paige? Tu ne te soucies pas de la guérison familiale. Tu te soucies seulement de faire disparaître cette situation inconfortable pour ne pas avoir à affronter la réalité que ta sœur est une criminelle. Elles ont fait leur lit. Maintenant, elles doivent y dormir. Ne me contacte plus jamais. Dès que le SMS a été marqué comme livré, j'ai bloqué son numéro de téléphone. Puis j'ai parcouru ma liste de contacts et j'ai bloqué systématiquement chaque tante, oncle et cousin qui avaient pris le parti de Diane. À chaque blocage, un lourd fardeau se levait de mes épaules. Je ne coupais pas seulement les ponts avec ma mère et ma sœur. J'amputais toute la branche malade de mon arbre généalogique. J'ai choisi la paix plutôt que l'obligation toxique.
Et le silence qui a suivi a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. Le lendemain matin, Victor et moi nous sommes rendus au centre-ville de Denver pour rencontrer Monsieur Caldwell, l'avocat strict et hautement qualifié en matière de succession qui gérait le fonds fiduciaire de mon grand-père. Son bureau était intimidant, rempli de lourds meubles en acajou, de livres de droit reliés en cuir et du bourdonnement silencieux d'une climatisation coûteuse. Monsieur Caldwell était assis derrière son immense bureau, ajustant ses lunettes à monture métallique tout en examinant attentivement les documents que je lui avais apportés. Il a lu le rapport de police officiel, la copie du virement falsifié et l'acte d'accusation préliminaire du bureau du procureur de district. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment, à l'exception du bruissement du papier épais. Finalement, Monsieur Caldwell a levé les yeux, joignant ses mains sur le bureau. Il ne montrait pas beaucoup d'émotion, mais il y avait une lueur vive de satisfaction professionnelle dans ses yeux. « Votre grand-père était un homme incroyablement perspicace », a dit Monsieur Caldwell, sa voix profonde et résonnante. Il m'a spécifiquement demandé de rédiger la clause de fraude de parenté parce qu'il soupçonnait que Diane pourrait un jour tenter de manipuler les actifs de la succession. Il voulait s'assurer que tout comportement prédateur serait accueilli par une ruine financière absolue. Il semble que sa prévoyance était parfaitement exacte. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé en me penchant en avant dans mon fauteuil en cuir. Non, a répondu fermement Monsieur Caldwell. Parce qu'il y a un acte d'accusation fédéral et d'État pour crime grave avec des preuves tangibles de falsification, j'ai l'autorité fiduciaire pour geler immédiatement toutes les distributions à Diane et Paige Henderson. Leur accès aux $180 000 et aux $45 000 respectivement est complètement bloqué à partir de ce matin. Il a sorti une nouvelle pile de documents juridiques avec de petites languettes jaunes signées ici dépassant des bords. Une fois que Diane et Paige plaideront coupables ou seront reconnus coupables par un jury, la clause s'exécutera automatiquement. Leurs parts seront définitivement confisquées, liquidées et entièrement redistribuées sur votre compte de bénéficiaire principal. Je dépose l'injonction auprès du tribunal des successions cet après-midi. J'enverrai également des avis juridiques formels à l'avocat de la défense de Diane, les informant pleinement que la fiducie est maintenant gelée en raison de ses actions criminelles. J'ai pris le lourd et coûteux stylo que Monsieur Caldwell m'a offert et j'ai signé mon nom sur les lignes pointillées, l'autorisant officiellement à faire appliquer le testament. Victor a posé une main sur mon épaule pendant que je signais. Elle pensait être si maligne en prenant ses 25 000, a marmonné Victor en secouant la tête. Attends que son avocat lui explique que son petit coup lui a coûté $250 000. En sortant de ce bureau d'avocat, en entrant dans la lumière vive du soleil de Denver, j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Le piège était tendu, les preuves étaient irréfutables, et la machine juridique était en marche. Diane avait passé toute ma vie à essayer de me maintenir dans l'insécurité financière, mais dans son avidité, elle m'avait accidentellement donné les clés de la liberté financière absolue. Les rouages de la justice tournent lentement, mais ils broient avec une extrême finesse. 2 mois terriblement longs plus tard, je me suis retrouvé assise au dernier rang d'une salle d'audience glaciale du centre-ville de Denver. Les lourds bancs en bois craquaient sous le poids de l'anticipation. Je portais un blazer sombre et élégant, assise à côté de Victor et Gwen, attendant la conclusion de ce cauchemar. Les lourdes portes en chêne se sont ouvertes, et Diane et Paige sont entrées, suivies de près par leur avocat de la défense surmené. Le changement dans leur apparence était absolument stupéfiant. Diane, qui avait habituellement l'air de sortir d'un salon de luxe, semblait vieillie, épuisée et incroyablement petite. Ses cheveux étaient plats, et ses vêtements coûteux flottaient sur sa silhouette. Paige avait l'air complètement vidée, les yeux baissés, refusant de regarder ailleurs que le sol. Le procureur avait monté un dossier inattaquable. Entre le témoignage du directeur de la banque, le document falsifié et l'enregistrement audio de Diane se vantant littéralement du crime, elle n'avait absolument aucune chance devant un jury. Pour éviter de passer jusqu'à 5 ans dans un pénitencier d'État, leur avocat avait négocié agressivement un accord de plaidoyer. La juge, une femme sévère avec une tolérance zéro pour les absurdités, a regardé ma mère par-dessus ses lunettes. La voix de Diane était à peine un murmure, complètement dépouillée de son arrogance habituelle. La juge a hoché la tête et a lu les termes de la sentence. Diane a été condamnée à 3 années complètes de probation stricte et supervisée. Si elle manquait un seul rendez-vous, elle irait directement en prison. Elle a été condamnée à effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général et elle a été obligée de rembourser intégralement la coopérative de crédit. Plus important encore, elle était désormais une criminelle condamnée. Paige,
qui avait activement aidé à planifier le vol mais n'avait pas imité la signature, a accepté une accusation de délit mineur de complicité après les faits, ce qui a entraîné une année de probation et des amendes judiciaires massives. Mais la condamnation pénale n'était que le début de leur ruine. Parce que Diane était désormais une criminelle condamnée avec un crime financier à son casier, elle a immédiatement perdu sa licence de gestion d'entreprise de l'État. Son employeur a effectué une vérification obligatoire de ses antécédents et l'a licenciée sur le champ. Elle a été forcée de déménager de sa belle maison de banlieue pour un minuscule studio délabré, prenant un emploi au salaire minimum comme caissière dans une pharmacie de détail juste pour survivre. La vie de Paige a complètement implosé. Sans les revenus de Trevor et avec ses comptes bancaires signalés pour fraude, elle n'a pas pu obtenir un prêt décent pour rembourser son énorme dette de carte de crédit. Elle a été contrainte de souscrire à des prêts de consolidation prédateurs avec des taux d'intérêt stupéfiants de 25%, la piégeant dans un cycle de pauvreté dont elle ne s'échapperait probablement jamais. Avant de quitter la salle d'audience, Diane s'est arrêtée dans l'allée et m'a regardé directement. Ses yeux étaient remplis de larmes, un appel désespéré et pathétique au pardon de la part de la fille qu'elle avait jetée au loup. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement regardé à travers elle, je lui ai tourné le dos et je suis sorti. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. La vie a une drôle de façon d'équilibrer les choses quand on décide enfin de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Peu de temps après la condamnation, les polices d'assurance de la coopérative de crédit sont entrées en jeu, et ils ont entièrement remboursé les 25 000 $ originaux que Diane m'avait volés, désespérés d'éviter un énorme procès civil pour négligence. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Une fois les plaidoyers de culpabilité officiellement tamponnés par le greffier du tribunal, M. Caldwell a exécuté la clause de fraude de parenté dans la fiducie de mon grand-père. Diane et Paige ont été officiellement dépouillés de leur statut de bénéficiaire. 2 semaines plus tard, un énorme virement bancaire a été crédité sur un compte ultra sécurisé nouvellement établi dans une banque nationale complètement différente. 225 000 $. J'ai regardé le chiffre sur mon écran, assise dans mon appartement, et j'ai juste pleuré. Pas des larmes de panique, mais des larmes de soulagement absolu et écrasant. J'étais en sécurité. J'étais enfin vraiment en sécurité. J'ai utilisé une partie de l'argent pour verser un acompte sur une belle petite maison de ville dans un quartier tranquille près des montagnes, loin d'Aurora. J'ai mis en place un fonds d'urgence à toute épreuve, j'ai investi le reste dans des fonds indiciels conservateurs, et je me suis enfin acheté des meubles neufs qui n'étaient pas d'occasion. J'ai aussi commencé à suivre des séances de thérapie hebdomadaires. Guérir de 25 ans d'abus émotionnels et de traumatisme financier ne se fait pas du jour au lendemain juste parce que votre compte en banque est plein. La thérapie m'a aidé à réaliser que fixer des limites n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte d'auto-préservation. Les liens familiaux sont censés être construits sur le respect mutuel, l'amour et la protection, pas sur des exigences unilatérales et des obligations toxiques. Ma vie est si calme maintenant et j'aime chaque seconde. Je passe mes week-ends à faire de la randonnée sur les sentiers escarpés près de Boulder avec Gwen, me dépassant physiquement et mentalement. J'ai des dîners dominicaux avec mon père, Victor, reconstruisant la relation que Diane nous avait volée quand j'étais enfant. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai supprimé mes anciens comptes de réseaux sociaux et j'ai laissé les complices de ma famille élargie se noyer dans leur propre drame toxique. Je suis enfin libre. Mais parfois, tard dans la nuit, quand la maison est complètement silencieuse, je me surprends à penser à l'ampleur de la destruction. Je regarde ma vie sûre et sécurisée, et je sais qu'elle a été construite sur les cendres de l'avidité de ma mère et de ma sœur. Certaines personnes de ma famille élargie qui parlent encore à mon père chuchotent que je suis allé beaucoup trop loin. Elles disent qu'envoyer ma propre mère au tribunal, lui donner un casier judiciaire, puis prendre chaque centime de son héritage en plus, était froid, vindicatif et impitoyable. Alors, qu'en pensez-vous ? Suis-je la méchante pour avoir fait appliquer la clause du fonds fiduciaire et avoir pris jusqu'au dernier centime qu'elles avaient, ou ont-elles eu exactement le retour à la réalité qu'elles méritaient ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.